Chers collègues, nous continuons nos auditions. Nous recevons ce matin Madame Christine Schul, éducatrice de jeunes enfants, universitaire, auteure notamment de l'ouvrage « Vivre en crèche, remédier aux douces violences ». Je cite cet ouvrage car son intitulé se trouve à la croisée de nos principales préoccupations, à savoir la qualité de l'accueil et la bientraitance au sein des établissements d'accueil du jeune enfant. Par le hasard du calendrier, il se trouve, madame, que vous avez tout récemment préfacé l'ouvrage « J'ai mal à ma crèche » de madame Julie Marty-Pichon, laquelle participera à notre table ronde de cet après-midi. Au tout début de cette préface, vous écrivez, je cite, « Le domaine de la petite enfance est depuis longtemps un univers entrechoqué de stéréotypes et de jugements où les professionnels n'auraient qu'à aimer les enfants et n'avoir pas forcément besoin de connaissances pour pouvoir s'en occuper. » J'observe que ce constat trouve à s'appliquer quel que soit le mode de garde de l'enfant. S'agissant plus précisément des crèches, cependant, toujours dans la même préface, vous caractérisez l'état actuel de la situation comme très alarmant. Ce propos nous interpelle inévitablement. Cette audition, je le précise, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Je vais passer la parole à notre invité pour un bref propos liminaire, puis la rapporteure vous posera des questions. J'invite les collègues qui souhaiteront intervenir ensuite à se manifester auprès de notre équipe d'administrateurs. Avant cela, il me reste à vous indiquer que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci, je vous remercie et je vous cède la parole. Vous appuyez sur le bouton et quand vous avez fini, vous réappuyez sur le bouton, sinon plus personne ne pourra parler. Bonjour, bonjour. Parlez bien dans le micro. Voilà. Bonjour à tous. Je suis extrêmement touchée d'être parmi vous. C'est un honneur vraiment de pouvoir présenter mes travaux. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je travaille avec les équipes de crèche que j'accompagne. Crèche familiale, les assistants maternels évidemment aussi. Toute la petite enfance, y compris les animateurs, centres de loisirs. Enfin, voilà, donc, ça fait plus de 30 ans que je fais de la formation, que je travaille auprès d'eux, sur le terrain, avec beaucoup d'observations, beaucoup d'heures d'observation. Des accompagnements plus ou moins faciles selon effectivement les équipes, selon le nombre d'enfants aussi dans les collectivités, selon voilà, plein de critères. Je trouve que c'est extrêmement intéressant d'abord que ce livre « Vivre en crèche », je l'ai écrit il y a une vingtaine d'années, qu'il arrive aujourd'hui dans les hautes sphères et que voilà, les politiques puissent se tourner vers ce livre. Je trouve que c'est un bel hommage, surtout pour les professionnels, pas tant pour moi, mais pour les professionnels aussi qui travaillent auprès des enfants dans ces métiers qui sont très complexes et très compliqués. Voilà. Merci pour ce propos liminaire. Ça va nous laisser du temps pour nos échanges. Je cède la parole à madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Madame Schul, bonjour. Alors, nous sommes, nous également, ravis d'accueillir la professionnelle de la petite enfance et la chercheuse que vous êtes. Vous avez, comme l'a dit Monsieur le Président, inventé et popularisé la notion de douce violence sur les enfants. Celle-ci, mais je vous laisserai me corriger si je me trompe, consiste en fait en des pratiques qui se veulent éducatives, que nous connaissons parfois tous, mais qui ne sont pas comprises par des jeunes enfants et qui sont pour eux des agressions. Alors, ma première question, c'est justement autour de cette notion de douce violence. Est-ce que vous pouvez nous la détailler, la développer et nous donner une typologie précise de ces douces violences ? Vous dressez un tableau assez pessimiste de ces douces violences, les qualifiant de systémiques et en recrudescence. Comment, selon vous, sensibiliser les professionnels de la petite enfance à cette question, en particulier dans le cadre de leur formation initiale, mais également continue ?
Ma seconde question portera sur les conditions de prise en charge de l'enfant dans les établissements d'accueil de jeunes enfants. Quelles conditions matérielles, économiques, physiques, humaines sont nécessaires selon vous pour créer une atmosphère bien traitante au sein des crèches ? Et je pense notamment aux conditions économiques et en particulier celles liées aux modalités de financement public de ces établissements. Vous avez également écrit sur les neurosciences. C'est un sujet récurrent dont nous avons déjà largement parlé dans cette commission, dans la mesure où elle nous a instruits sur les enjeux en matière de développement du très jeune enfant, en quoi les progrès de la science éclairent d'un jour différent les besoins de l'enfant, et quelles conclusions en tirez-vous sur l'organisation de l'accueil du jeune enfant. Et puis enfin, une question qui est plus liée aux aspects bâtimentaires. Vous affirmez effectivement que l'aménagement de l'espace contribue à supprimer certaines douces violences dues à l'agressivité des enfants. En quoi l'aménagement des locaux peut-il favoriser la bientraitance ? Voilà, je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Madame Schul, vous avez la parole pour répondre à ces premières questions. Alors, il y a beaucoup de questions en une, donc je vais commencer par le départ. En fait, je vais faire l'historique un peu des 12 violences pour qu'on comprenne un petit peu comment j'ai été amenée à travailler dessus. J'ai fait pendant plusieurs années des formations donc, au Centre national de la fonction publique, donc, avec une photographie du territoire qui était vraiment très intéressante. Et lors de ces formations, qui étaient des formations avec des thèmes récurrents autour de la petite enfance, c'est-à-dire l'accueil du tout-petit en collectivité, la place des parents, les activités, le rythme de l'enfant, le respect du rythme de l'enfant, il s'est trouvé qu'à plusieurs reprises, des professionnels me disaient « j'ai une collègue qui est un peu, qui parle un peu fort, qui presse un peu les enfants, qui voilà ». Donc ce point-là, en fait, il était récurrent dans toutes les formations. Et puis, il s'est trouvé que dans les années 95, je suis allée visiter des établissements. À l'époque, j'avais fini mes études et j'avais travaillé aussi dans une école Montessori pendant 6 ans. Et donc, j'avais repris mes études et terminé donc ce cursus universitaire. Et en faisant de la formation, je suis allée donc sur ces lieux que je n'avais pas vus depuis une dizaine d'années. Et j'étais très surprise par... des rituels avec des enfants déshabillés, mis en body à table, serviettes sous l'assiette, des postures d'adultes qui m'interpellaient. Surtout, c'est vrai que l'arrêt sur image principal, ça a été la serviette sous l'assiette. J'avoue que c'était un peu compliqué pour moi à ce moment-là, en me disant mais finalement l'enfant peut pas bouger s'il a la serviette sous l'assiette, c'est pas possible, ça va être un peu compliqué. Et donc, je discute avec les professionnels et il y a une professionnelle très gentiment qui me dit, je lui dis, mais pourquoi vous me mettez les serviettes sous l'assiette ? Et elle me dit très gentiment, en fait, je ne sais pas, on a toujours fait comme ça. Voilà, et c'est ce « on a toujours fait comme ça » en fait que j'ai tiré dans les pratiques en me disant s'il y a ça à ce moment-là, peut-être qu'il y a ça aussi à d'autres moments. Et donc, je suis partie faire beaucoup d'observations, d'abord, pour comprendre les rythmes, les organisations, le fait de travailler avec des tout-petits qui sont en collectivité. Il faut savoir que la collectivité n'est pas un milieu naturel pour des enfants de moins de 3 ans. Et c'est surtout rester sur ce contexte d'enfants de moins de 3 ans. On les a un peu plus tard, c'est encore autre chose. Mais sur ces tout-petits qui peuvent arriver à partir de 10 semaines en collectivité, c'est vrai que les choses doivent se réfléchir. Et donc, au départ, il n'y avait pas du tout ce concept de 12 violences. Ça a été plutôt les formations après qu'on a mis en place avec le CNFPT, qui a tout à fait entendu ma remarque, étaient autour du thème de la violence institutionnelle. Et puis, ce thème ne correspondait pas parce que je me suis mise à étudier vraiment le phénomène. Pourquoi, à certains moments, alors qu'on est dans de la bienveillance et qu'on est vraiment tourné autour de l'enfant, pourquoi, durant quelques secondes, il y a cette espèce de point de bascule qui se met en place où le geste n'est pas tout à fait adapté, la parole, on perd un peu patience. En fait, c'est la volonté de l'adulte qui prend le dessus. Ce qui paraît aussi légitime parce que quand on a un groupe, quand le groupe fait la même chose en même temps, c'est vrai que c'est plus confortable et c'est plus facile à mener. Donc, en décryptant vraiment toutes ces observations, je me suis rendu compte que c'était des points de bascule qui étaient repérables. Et c'était
le terme de douce violence, c'est pas l'acte en lui-même, c'est pas la puissance de l'acte, j'ai envie de dire, c'est la manière dont ça va s'infiltrer à l'intérieur d'une pratique qui, au départ, est bien pensée par rapport à l'enfant. Et donc c'est devenu au fur et à mesure vertigineux parce qu'évidemment on peut le décliner à partir du moment où une personne est en situation de vulnérabilité. Les situations de douce violence sont possibles. Donc vous imaginez bien que de la crèche on peut partir jusqu'à la gériatrie évidemment, mais toutes les situations d'apprentissage à l'école, à l'hôpital, à partir du moment où il y a une situation de vulnérabilité. Donc c'est vrai que c'est assez vertigineux et que je me suis vraiment focalisée sur la crèche parce que c'était mon domaine professionnel. Et donc, j'ai décrypté vraiment toutes ces situations de douce violence. Je les ai amenées en formation au niveau du CNFPT. Et puis après, je me suis retrouvée en fait avec un trésor, vraiment une mine d'informations qui ne venait pas de moi, mais qui venait des personnes du terrain. Et donc, c'était vraiment un témoignage direct du terrain. Et puis, une fois que j'ai eu tout ce trésor, je me suis dit, il faut le transmettre, je ne peux pas le garder. Donc voilà, appréciant l'écriture, je me suis mise à écrire. Et loin d'imaginer, vraiment très sincèrement, que ce livre d'abord allait faire ce travail-là. Et c'est surtout qu'il a travaillé de la même manière que la douce violence elle-même. C'est-à-dire que la douce violence s'infiltre dans des pratiques professionnelles qui, au départ, sont tout à fait bien pensées autour de l'enfant. Et ce livre est arrivé sur le terrain de la même manière. C'est-à-dire que, étant éducatrice de jeunes enfants, je faisais partie de leur père, entre guillemets, ce qui leur a permis effectivement de s'approprier. Et ce livre s'est glissé dans les pratiques. On a commencé à en parler. On a monté des formations avec le CNFPT. Puis ensuite, c'est devenu, voilà, avec une place tout à fait privilégiée au niveau des formations initiales. Moi, continuant mon travail sur le terrain, en faisant des formations en intra dans les collectivités, et puis en partant avec voilà, ma valise et mon savoir, distribuer cette réflexion sur tout le territoire, en fait, et aujourd'hui au-delà des frontières aussi. Donc c'est un travail qui fait écho, inévitablement, il fait écho. Et c'est très impressionnant de voir la manière dont il fait écho à partir du moment où on en parle. Là où j'insiste vraiment, c'est qu'on n'est pas dans le domaine de la maltraitance. Et j'y tiens vraiment très fortement, parce que la maltraitance concerne une toute petite partie de la population, et on est très nombreux, on est tous nombreux à travailler évidemment sur ce concept de maltraitance et à lutter pour que cette maltraitance, elle diminue. La douce violence, elle concerne tout le monde. C'est-à-dire que je mets au défi une personne qui n'a jamais mouché un petit nez sans prévenir, n'a pas parlé au-dessus de la tête de l'enfant en s'adressant directement entre adultes et en parlant de lui à la troisième personne. Bon, après, vous allez effectivement sentir les fesses pour savoir s'il a fait caca. Bon, voilà, on était sur sur des représentations un peu... et on se dit, oui, effectivement, ça nous est peut-être arrivé, finalement. Ce sont des gestes qui sont de très courte durée. On le fait rapidement, et puis on se dit, c'est pas grave, il est tout petit. Et puis... et en fait, quand on liste les situations de douce violence dans les formations, on arrive jusqu'à 80-90 situations de douce violence qui durent une fraction de seconde. Mais si vous faites ça tous les jours, avec des enfants qui viennent parfois jusqu'à 10 ou 11 heures en collectivité pendant 3 ans, on imagine que les conséquences ne sont pas anodines, quoi. Madame la rapporteure. Je vous laisserai répondre aux autres questions, mais par rapport à ce que vous venez de développer, je vous interrogeais sur la formation et vous en avez parlé puisque vous êtes vous-même formatrice. Est-ce que vous pensez que finalement la clé pour répondre à cette réalité, c'est la formation? Est-ce que ça suffira demain à remédier à ces difficultés, ou est-ce que finalement il n'y a pas également un enjeu lié au taux d'encadrement dans les crèches et donc finalement la capacité de ces femmes, parce que c'est essentiellement des femmes, à ne pas être en permanence sous pression de prendre en charge beaucoup d'enfants et donc d'avoir d'importantes responsabilités et à un moment, comme vous l'indiquez, avoir le geste qu'il ne faut pas, même si on a été formé, même si on a conscience, etc. Oui, je ne peux que vous suivre par rapport à ça. Bien sûr que le taux d'encadrement
joue énormément, mais j'ai presque envie de vous dire, ça fait pas tout. Ça fait pas tout parce que la douce violence, c'est un geste, c'est ce qui est visible en fait. Je perds patience, je veux obtenir quelque chose de la part de cet enfant qui est tout petit, donc je prends le dessus en fait, quelque part. Les conséquences, elles sont invisibles. C'est-à-dire que le résultat, on l'a, il est visible. Je veux que tous les enfants soient assis à table en même temps, on va les asseoir, on va pousser la chaise par derrière. Voilà. Bon, il n'a pas trop compris ce qui se passait, mais ce n'est pas un problème. Pour nous, adultes, ça y est, l'enfant est assis, on peut démarrer le repas. Donc effectivement, si on est toute seule avec 8 enfants, c'est compliqué. Et que si on reprend notamment les sources par rapport aux chercheurs d'Alain Legendre qui a fait des recherches au niveau du cortisol, notamment par rapport à ce taux de stress en fait, de cette hormone de stress, on s'aperçoit qu'entre 15 et 18 enfants, passé les 15, le taux de cortisol augmente considérablement. Donc déjà, ça, c'est une donnée qui est très importante pour nous. Quand vous voyez que dans certaines collectivités, vous avez des unités de vie avec 20, 22 bébés au sol. J'avoue avoir fait des observations avec 22 bébés au sol quand ça commence à pleurer. Oui, là, vous vous dites, mais quelle idée l'adulte a pu avoir pour mettre autant de bébés en même temps sur un tapis, quoi. Enfin, c'est pas possible. Même si vous avez le taux d'encadrement suffisant, si vous avez trop d'adultes, ça va pas non plus, ça crée du stress aussi. Donc, en fait, c'est vraiment des petites structures, des petites unités qui permettent effectivement de pouvoir rassurer et de pouvoir vraiment développer cette sécurité affective qui est vitale pour les enfants, mais qui est vitale pour tout le monde, en fait. Parce que les adultes peuvent être franchement mis à mal par rapport effectivement à ces situations de groupe, à ces situations collectives en fait. C'est très compliqué, c'est très endurant de travailler avec des tout petits. C'est extrêmement endurant, c'est-à-dire que leur demande, elle est permanente. Il n'y a pas un moment où on se pose, oui, quand ils dorment, mais ils ne dorment pas toujours, tout le temps, en même temps. Donc, alors, des fois, il y a des stratégies pour qu'ils dorment tous en même temps, mais ces stratégies, j'ai presque envie de vous dire, à certains moments, elles sont légitimes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette endurance-là toute la journée, on essaye de pallier, on essaye de trouver des solutions pour que malgré tout, ce collectif, ça puisse se passer. La douce violence, pour moi, elle vient à un moment où c'est vraiment un point de bascule, où c'est, en fait, je ne sais plus comment faire. Alors, bien sûr qu'on va le travailler en formation, et je vois très bien, même dans les conférences, quand je fais des conférences, il y a 200, 300, 400 personnes, tout le monde est sensibilisé. Tout le monde part avec en disant, oui, franchement, enfin, c'est vrai, ça me concerne, j'ai besoin de travailler dessus. Et puis après, j'ai presque envie de dire, voilà, le quotidien revient, les exigences reviennent, c'est très compliqué, les tâches sont de plus en plus multiples aussi. Il y a un manque de personnel récurrent, enfin voilà, c'est très notoire aujourd'hui dans les collectivités. Il y a des services qui ferment. Donc il y a un épuisement, je pense, réel au niveau des professionnels. Et Julie Marty-Pichon, dans son livre, le note très bien. Et elle explique clairement la situation en disant que oui, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et puis ce sont des métiers qui ne sont pas suffisamment valorisés, c'est clair. Le nœud du problème, il est, je pense, à sa base, c'est que ce sont des tout petits salaires. On va continuer avec les orateurs de groupe. Mais avant cela, moi j'ai 2 questions. Vous avez évoqué la question des connaissances qui ont évolué depuis déjà plusieurs dizaines d'années, de la formation. À vous entendre, vous nous dites qu'il y a déjà des formations aujourd'hui sur ces bonnes pratiques, sur ces réflexes à avoir et ces attentions à avoir. Vous-même, vous faites des conférences et vous participez. Est-ce que toute personne travaillant en crèche aujourd'hui peut avoir accès à ces formations? Est-ce que ces formations, ces conférences, votre auditoire, et j'allais dire, vous avez en face des personnes qui travaillent dans des modèles très différents de crèche, ou est-ce que vous avez que des acteurs publics? Et ma deuxième question, elle est sur la qualité.
on a parfois des autorités de contrôle et de financement qui plaident plutôt pour des augmentations de places des structures existantes, notamment publiques, parce que pour eux, ça peut générer de la qualité avec des équipes pluridisciplinaires. Est-ce que cette question d'équipe pluridisciplinaire qui peut exister quand on a une taille de structure suffisante est contradictoire avec finalement le conseil que vous faites en disant il faut essayer d'avoir des petites structures de taille. Voilà, 2 questions. Si vous pouvez faire des réponses assez courtes et puis après on enchaîne avec les autres. Oui, excusez-moi de m'emballer un peu. En ce qui concerne la formation, je pense que les situations de douce violence, la douce violence fait partie des thèmes de formation qui sont... ça ne se conclut pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une formation parce qu'on l'a suivie, parce qu'on aura un label quelconque. Il n'y aura plus de situation de douce violence, en fait. Et du reste, dans les conférences, souvent, je ne conclus pas. Parce qu'on se passe le relais. On se passe le relais pour que, justement, on puisse tous être attentifs à ça et de pouvoir se reposer la question. Mais compte tenu du quotidien, compte tenu des exigences du quotidien, c'est quelque chose à remettre sur table et on en parlera peut-être par rapport à la charte. Ce sont des outils qui, en fait, ont besoin d'être retravaillés, représentés à plusieurs reprises pour que finalement, ça devienne un état d'esprit. Il faut faire rentrer ça comme un état d'esprit. Sur la question en face, vous avez la pluralité des acteurs qui reçoivent ces formations ou c'est plutôt certains qui se préoccupent de la qualité? Qui est en face? Alors, en face, je peux avoir tout le monde. Je peux avoir autant secteur public, secteur privé, autant des parents, autant tout public. Après, sur la formation en elle-même, il y a autant de structures privées que de structures publiques qui demandent des formations. Après, c'est un choix, mais ça, c'est un choix qui m'appartient. De donner une réponse, d'aller plus ou moins dans tel et tel secteur, ça c'est autre chose. Il y a des demandes. Alors après, on multiplie les formations. Les acteurs prennent note de ça et ça fait vraiment bouger les choses. Mais comme toute formation, si vous faites une conférence pendant 2 heures ou 3 heures, c'est 3 heures. Ou même 3 heures si vous tenez la route. Bon. Même si je fais par exemple des journées pédagogiques avec toute une collectivité qui amène où il y a effectivement toutes les crèches, par exemple, d'un département, où il y a eu des manifestations extrêmement importantes par rapport à ça. Même si vous le faites sur la journée complète, c'est-à-dire le matin, vous avez conférence, et puis l'après-midi, je les mets en travail de groupe. Elles listent en fonction des temps forts de la journée, le repas, le sommeil. Elles listent les situations de douce violence. On en reparle, on l'analyse, on tisse ensemble, on tricote ensemble. Enfin bon, c'est toute une journée assez dynamique, on va dire. Elles repartent avec, il n'y a pas de souci. Après, il faut que ce soit porté sur le terrain. Moi, je ne peux pas aller au-delà de ça. Donc, la difficulté, c'est que comment on le fait travailler sur le terrain et porter sur le terrain. Or, sur le terrain, vous aviez posé, dans les questions, effectivement, que vous m'aviez gentiment transmises, effectivement, les statuts ont glissé. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans en arrière, la direction faisait un travail de direction, elles étaient essentiellement puéricultrices. Après, les éducateurs ont revendiqué cette place au niveau, effectivement, de la direction, ce qui est très bien, mais ce qui a aussi un peu, pas étiolé, mais en tout cas décalé la formation initiale des éducateurs de jeunes enfants. Donc aujourd'hui, le garant qu'il pouvait y avoir sur le terrain en tant qu'éducateur de jeunes enfants, faisant la passerelle entre direction et les personnes qui travaillent auprès des enfants, ça s'étiole un peu parce que l'administratif prend le dessus. Donc du coup, les auxiliaires de puériculture ont glissé vers le rôle d'éducateur de jeunes enfants. Quel que soit le statut. Le statut de la crèche. Ah oui, quel que soit le statut de la crèche, c'est-à-dire que vous alliez public-privé, c'est à peu près pareil. Et donc après, les non-diplômés ont pris le relais jusqu'aux agents d'entretien qui font aussi les surveillances de sieste et qui peuvent aussi donner à manger. Et puis là, aujourd'hui, comme il manque du monde, alors là, maintenant, tout le monde fait le ménage et tout le monde fait la cuisine. C'est très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de faux métier, tout à fait.
mais toutes les fonctions ont glissé, en fait. Et donc, au milieu de tout ça, tout le monde fait comme il peut. Et au milieu de tout ça, les 12 violences viennent comme une réponse pour accélérer le processus, en fait. Voilà, il n'y a pas suffisamment de personnel, donc on fait comme on peut. La parole est à Virginie Lanlot pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Merci, Madame Scholl, pour votre présence parmi nous. Je vous remercie également pour la présentation de vos travaux et pour avoir évoqué ces violences douces faites aux enfants, violences que l'on peut évidemment retrouver dans certaines de nos crèches. Je tiens à souligner pour autant que vous n'êtes pas dans la culpabilisation et je pense que c'est important et c'est à souligner. Ces violences, et vous l'avez abordé, sont notamment souvent dues au manque d'effectifs et du manque de temps à consacrer à chaque enfant pour le personnel. Aussi, ce dernier n'est pas forcément toujours suffisamment formé, vous en avez parlé. De plus, il n'existe pas forcément d'actualisation avec une formation continue, par exemple, des connaissances, compétences et pratiques de professionnels. Je voulais donc connaître votre avis sur la mise en place d'une formation continue. Aussi, de quelle manière pourrait-elle surtout s'implémenter au sein des crèches, avec quelque part une certaine obligation à suivre cette formation continue. Enfin, il me semble intéressant de pouvoir intégrer de manière plus importante les parents au sein des crèches. Cela pourrait se présenter sous forme de formation au sein de l'établissement avec les professionnels et par les professionnels. Un échange entre parents et professionnels pourra avoir lieu de manière pérenne. Les parents seraient investis dans l'éveil à la crèche de leurs enfants en proposant de nouvelles idées pédagogiques et les professionnels pourraient développer un lien plus important avec les tout-petits qu'ils accompagnent. J'aimerais connaître votre avis concernant la possibilité d'inclure davantage les parents au sein de la crèche, plus particulièrement via l'outil de la formation. Quels seraient les réels avantages, s'il y en a, sur le développement de l'enfant? Aussi, les parents pourraient potentiellement ne plus reproduire aussi ces violences ordinaires ou douces à la maison, grâce à la formation proposée par la crèche ou un autre organisme. Un accompagnement de ce type se fait déjà auprès des familles au travers des PMI. Pensez-vous que les crèches peuvent-elles jouer ce rôle auprès des jeunes parents? Je vous remercie. Merci. Alors, Madame Scholl, Thierry Frappé, qui devait poser la question suivante, m'a dit que c'était exactement la même question. Donc, je vous propose de faire une double réponse. Donc, vous avez double temps. Dis, Madame Scholl. Alors oui, c'est extrêmement intéressant effectivement de pouvoir faire de la formation à l'intérieur des collectivités. Après, c'est comment on l'organise matériellement. Je fais de l'accompagnement, je fais de l'analyse de pratique. Donc, je viens faire de l'observation, par exemple dans une collectivité, je passe une matinée avec les équipes. Elles me connaissent pas. J'ai deux types. Il y a des équipes que je suis depuis longtemps. Donc là, pour le coup, l'entrée en matière est plus facile, on se connaît. Donc, d'autres ne me connaissent pas, donc je viens observer en toute neutralité. Et effectivement, je vous remercie infiniment d'avoir insisté sur le fait que mon rôle n'est pas de culpabiliser, mais de comprendre comment ça se passe, évidemment. Et donc, à la suite de ces observations, il y a un temps de parole. Ce temps de parole, on le fait pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Quand tout va bien, c'est 1 heure, parce qu'en fait, elle se relaie. Donc, soit il y a une professionnelle de chaque unité qui me rejoint, soit c'est une unité complète et donc c'est les directrices adjointes et puis souvent, enfin aussi ce sont des temps de sieste, donc c'est aussi les agents d'entretien qui font les surveillances de sieste pour pouvoir se relayer et que moi je puisse avoir un temps avec elles. Donc si on le voit sous forme, c'est de la formation, oui, enfin c'est de l'analyse de pratique, donc c'est voilà, réinterroger des pratiques qui fonctionnent, mais aussi qui dysfonctionnent, mais qui fonctionnent aussi, en disant, voilà, ce matin, bon, voilà, il peut y avoir des questions sur les enfants. Je ne suis pas psychologue, donc je donne ma vision par rapport à l'enfant, mais je n'interviens pas, moi, du tout auprès des parents, ni auprès des enfants directement. Et donc, par rapport à ces discussions-là, on élabore des pistes, mais ce n'est pas de la formation en tant que telle. C'est la formation, le processus de formation, c'est de quitter le contexte dans lequel on est, de pouvoir se poser et de pouvoir vraiment se poser des questions et de structurer les connaissances et d'apporter des connaissances. Là, dans ce contexte-là, c'est très compliqué. Alors après, la vision de faire rentrer les parents, bien sûr que oui, c'est une magnifique idée. Dans la réalité des faits, ce n'est pas toujours très évident. C'est-à-dire que le parent, très légitimement, a une vision un peu égocentrique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il voit son enfant, ce qui est tout à fait normal. Enfin, voilà, vous avez un enfant, vous n'en avez pas 30. Donc la préoccupation, elle est par rapport à son enfant, par rapport à l'âge de l'enfant. Après, quand vous voyez, par exemple, le fonctionnement des crèches parentales, ça fonctionne bien, mais c'est un type de parent.
C'est une philosophie, c'est-à-dire qu'il va s'investir, y compris pour refaire la peinture s'il faut le dimanche, ça ne posera pas de problème. Tout le monde met la main à la pâte. Enfin, c'est une philosophie, là aussi. Donc, le faire rentrer dans le territorial, pourquoi pas, hein, ça peut être une très belle idée. Mais je pense qu'alors là, il va nous falloir beaucoup d'années. Parce que c'est une mentalité qu'on n'a pas forcément. Maintenant, la place des parents est vraiment, elle est intéressante, elle est importante et il faut les faire rentrer déjà. Avant de les former, enfin déjà, j'aurais pas la prétention de former les parents, mais... Dans ma grande bonté de président, je vous permets un très court rebond. Merci, Monsieur le Président. Oui, parce qu'effectivement, vous parlez du fait de faire venir les parents. Quand on voit qu'aujourd'hui, au niveau des écoles, les parents se désinvestissent beaucoup en laissant faire l'éducation nationale de la collectivité. Et je me demande si effectivement, quelque part, il n'y aurait pas besoin, même si ça prend du temps, de faire comprendre aux parents qu'il est aussi acteur, même s'il n'est pas avec l'enfant la journée, qu'il puisse comprendre comment ça se passe pour qu'il puisse aussi s'investir dans la continuité éducative et dans les différents temps qui vont accompagner l'enfant. C'est surtout aussi dans cet esprit-là, je pense qu'il y a un réel besoin. Madame Schul. Oui, je contesterai juste le départ en vous disant que je n'ai pas l'impression que les parents se désinvestissent. Est-ce que les lieux sont pensés pour eux? Est-ce qu'on leur laisse la place de rentrer? Est-ce qu'on leur laisse la place de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, en fait? Je trouve que, alors pour le coup, c'est trop à mon sens, hein, c'est trop stéréotypé en fait de dire voilà, les parents démissionnent, les parents font pas ce qu'il faut. Et pour l'école, c'est pareil. Et on n'est pas là pour parler de l'école, mais est-ce qu'il y a vraiment un lieu où ils peuvent rentrer? Est-ce qu'ils sont vraiment entendus? En fait, tout le monde est sur le pas de la porte. Qu'est-ce qui peut se passer sur le pas de la porte d'une école, en fait, à part 3 échanges, quoi? Et en disant à l'enfant, voilà, t'es grand, ton doudou, tu le poses là, et puis maintenant, tu rentres et t'en as pour 20 ans. Donc, je trouve que c'est important de voir aussi la place de chacun. Je travaille énormément sur la notion de sécurité affective. Et cette notion de sécurité affective, elle est primordiale pour tout le monde. On manque de sécurité affective. On manque tous de sécurité affective. Ce n'est pas uniquement l'enfant. Le parent manque de sécurité affective. On va le culpabiliser dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il peut comprendre ce qui se passe, quoi? Merci, Madame Schul. La parole est à Sophia Chikirou pour le groupe des Insoumis. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, et merci de votre présence ici parmi nous. Donc, ça fait des années que vous vous intéressez à la question des violences du quotidien qui sont infligées aux enfants. Vous les avez donc exposées dans ce livre, Vivre en crèche, qui date en effet d'il y a plusieurs années. Moi, j'ai été très surprise de voir que l'alerte avait déjà été donnée il y a maintenant, c'est un travail de 20 ans, mais le livre date de 2011, donc déjà 13 ans. Vous expliquez d'ailleurs très bien ces violences. Vous dites souvent involontaires. Elles commencent là où le rythme de l'adulte prend le pas sur celui de l'enfant. Il s'agit en fait d'une rupture de contact avec l'enfant, plus précisément de la rupture de l'attention que l'on doit à l'enfant en tant qu'adulte. On lui impose nos attentes et c'est finalement par essence une violence qu'on lui inflige. Vous précisez bien, il y a le cadre intrafamilial, mais on va dire que ce n'est pas notre sujet d'une certaine façon aujourd'hui, même si cela a des incidences, et notamment dans le cadre des établissements d'accueil des jeunes enfants. D'autres enquêtes, notamment les livres Bas Business et Le Prix du berceau, ont démontré, ainsi que le rapport de l'IGAS, ont démontré que ces violences que vous qualifiez de violences douces ne sont pas anodine en réalité, parce qu'il y a parfois des choses qui peuvent aller beaucoup plus loin, avec des violences beaucoup plus systémiques, qui sont du type privation de nourriture, de changement de couches, des maltraitances qui peuvent même être très graves, voire mortelles. Vous avez écrit une lettre au président de la République. Vous avez écrit une lettre que j'ai lue avec attention, elle date de juillet 2022. Dans cette lettre, vous me remettez en cause la possibilité qu'il existe des lieux qui accueillent 20, 30 enfants de moins de 3 ans qui sont accueillis dans la même salle. Et j'ai une question simple pour commencer. Est-ce que le président de la République vous a répondu ?
est-ce que vous avez eu une réponse à tous les éléments que vous lui avez signalés à travers cette lettre que vous avez rendue publique? Est-ce que les services de l'Élysée vous ont contacté pour vous dire « ça nous intéresse, on a des réponses à vous apporter » ? Si oui, est-ce que vous pouvez nous dire très clairement quelle a été la réponse? Et sinon, comment interprétez-vous ce silence? Je sais qu'Emmanuel Macron s'est exprimé en 2022 lors du congrès de la Fédération des acteurs de la solidarité. Il a parlé de deux choses à cette occasion. D'abord, il reconnaît que le système est à bout de souffle. Il reconnaît l'échec de son premier quinquennat en matière d'ouverture de places en crèche. Il reconnaît aussi un échec en matière de formation, d'accompagnement. Il propose un droit à la garde d'enfants, c'est ce qu'il a dit dans ce discours-là, qui est une idée en fait qui vient du CESE, du Comité économique et social, qui était l'idée d'un droit opposable. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cela? Et pour terminer, une dernière question. 7 ans de promesses, parce que depuis 2017, les promesses ont fusé. La dernière était de créer 200 000 places chaque année. Quel regard portez-vous finalement sur l'inaction politique, malgré les alertes des scientifiques, malgré les alertes des experts, malgré la reconnaissance officielle par le président de la République même d'un système à bout de souffle? Quel regard portez-vous sur l'inaction politique? Est-ce une question d'argent, de moyens financiers, ou est-ce que c'est parce qu'il faut tout revoir, le système complet? Merci. Merci, Madame Schul. Alors, c'est une question, enfin des questions très politiques, j'ai envie de dire. Pour répondre à votre première question, lorsque effectivement j'ai posté le courrier, c'était vraiment un coup de colère et puis surtout une grande inquiétude par rapport à la petite enfance. Je n'ai pas eu j'ai eu une réponse, administrative, j'ai envie de dire, mais j'ai pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Ça a été renvoyé dans différents ministères. J'avais envoyé à plusieurs ministères aussi. Voilà, comme quoi tout le monde était intéressé par la question, mais c'est resté sans suite. Bon, après on se dit, effectivement, quand vous dites il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup d'experts qui dénoncent, qui tirent la sonnette d'alarme en disant mais il faut vraiment que ça bouge. Le nombre de places, pour moi, très sincèrement, c'est un effet d'annonce, en fait. Mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'ouvrir autant de places, compte tenu qu'on ferme des unités dans les services. Donc, on ne peut pas ouvrir des crèches, ou alors on va ouvrir les crèches et on dira il y a tant de places, mais on ne pourra pas les honorer, puisqu'on n'a pas les professionnels qui vont avec. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à revoir. Le système, après, ça demande évidemment de se poser la question sur le système en lui-même, sur les modèles de formation. Mais je pense que au départ, le problème de fond, c'est que ces métiers ne sont plus attractifs. Ils ne sont plus attractifs parce que les salaires ne sont pas attractifs non plus, par rapport à la difficulté aussi que ça représente. Ils ne sont pas attractifs parce que dans l'image sociale, en fait, les métiers de la petite enfance... Bon, on a ce gros avantage, c'est qu'on est des gens très gentils, on a un cœur gros comme ça, mais que, bon, voilà, on n'a pas besoin forcément d'être très intelligent pour travailler avec des enfants. Et ça, il faut vraiment pouvoir se représenter la responsabilité qu'on a, l'engagement qu'on a quand on travaille auprès de tout petits, et ce que ça représente pour la société de demain. Donc c'est vrai que c'est complexe, c'est très complexe. Après... faut voir aujourd'hui, avec ce qu'on a déjà, ce qui existe, comment on peut pallier au manque de personnel essentiellement. Et vous avez associé en fait le prix du berceau avec le rapport de l'IGAS. Je pense qu'on ne peut pas l'associer dans le prix du berceau, notamment les propos qui ont été tenus. Je ne suis pas revenue dessus parce que ce sont 2 journalistes, je crois, qui ont fait ce livre. Ils ont confondu et associé maltraitance et douce violence. Et je suis vraiment très ferme par rapport à ça. La privation n'est pas une douce violence, c'est une maltraitance. Ne pas changer la couche d'un enfant, c'est une maltraitance, ce n'est pas une douce violence. La douce violence, elle est dans ce rapport à l'autre où je prends en considération ce qu'il est, je prends en considération ses besoins, et que parce que je suis un peu en difficulté, parce que
mon geste va glisser, mais il n'y aura aucune intention et il n'y aura aucune notion de perversité derrière. Et là, je vous donne, enfin, sans interprétation psychologique, ou il n'y a pas d'interprétation, c'est factuel, c'est-à-dire que c'est l'acte qui va permettre à l'adulte d'obtenir ce qu'il veut plus rapidement, certes, mais on ne rentre pas du tout dans tout ce qui est privation, maltraitance physique, souffrance, voilà. Et ça, j'y tiens vraiment beaucoup, parce que dans beaucoup de congrès sur la maltraitance notamment, on cite les 12 violences comme c'est de la maltraitance. J'insiste vraiment, parce que la maltraitance ne concerne pas tout le monde. La 12 violences peut concerner tout le monde. Donc pour moi, c'est très très clair par rapport à ça. Ce qui fait que pour y travailler, on touche plus de monde évidemment, et que c'est presque plus facile d'élaborer par rapport à un geste, une parole, un regard, un soupir, une cadence par exemple. Voilà, là on est vraiment dans de la 12 violence. Merci Madame Schul. La parole est à Émilie Bonivard pour le groupe Les Républicains. Merci Madame pour tous les éléments vraiment très intéressants. Je trouve vraiment très intéressant que vous ayez insisté sur la sécurité affective, qui est effectivement, à mon sens, absolument fondamentale. Et effectivement, je ne vois pas comment on peut avoir une sécurité affective dans des structures de 30 enfants, qui est liée, évidemment, vous l'avez dit, au stress. Moi, j'ai une question sur la 12, donc vous indiquez la 12 violence. Je comprends parfaitement ce que c'est. En revanche, à partir de quand, parce qu'il y a les moins de 3 ans et les plus de 3 ans, à partir de quand on peut dire que la contrainte, entre guillemets, qui est imposée à l'enfant pour aussi s'adapter au collectif, elle relève aussi de l'éducation et de son éducation, et non plus de la douce violence. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a un moment, il y a pour l'enfant lui-même et sa socialisation un besoin de respect, entre guillemets, et d'adaptation au collectif. Donc, où est-ce que vous faites la différence entre ce qui va relever de la douce violence et de ce qui relève aussi de l'éducation de l'enfant ? Alors, est-ce que vous, dans les formations que vous prodiguez, est-ce que vous avez, entre guillemets, fait des petits, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a plusieurs structures de formation, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, et je rejoins la collègue dans ce qu'elle indiquait, c'est-à-dire, étant donné la difficulté et les contraintes qui pèsent sur nos structures, effectivement, vous l'avez dit, le nombre de places, c'est le principe de réalité. La multiplication de formations comme les vôtres, je pense, serait un bon moyen, entre guillemets, de ne pas faire pire, en tout cas. Donc, dans l'état actuel des choses, est-ce que vous pensez que est-ce qu'on a les moyens de multiplier des formations comme la vôtre dans toutes les structures ou un maximum de structures, et aussi pour identifier les risques et le faire de façon répétée, parce qu'il y a aussi beaucoup de turnover dans ces structures-là des personnels, pour pallier, on va dire, aux difficultés les plus importantes. Je vous remercie. Madame Schul. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que dans l'éducation, on est obligé d'avoir autant de contraintes ? Est-ce que l'éducation, c'est de la contrainte ? Bon, après, libre à chacun mais c'est une question de fond, en fait. Bien sûr que le groupe, le collectif, impose, oui, un mode de fonctionnement, l'individualité de l'enfant dans la manière dont il a besoin pour grandir. Avec le collectif, c'est un petit peu plus compliqué, mais finalement, quand on prend par exemple avec des tout petits bébés, on arrive très bien à respecter leur rythme, il n'y a pas de souci, on va le coucher, on va lui donner à manger quand il a faim. À partir du moment où il signe sa verticalité, c'est-à-dire que ce petit bout se met debout, il rentre dans du collectif, donc il va manger avec tout le monde, il va dormir avec tout le monde. On a juste envie de lui dire, te mets pas debout trop vite, attends, prends ton temps. Donc on est aussi très poussé par la rapidité, par le rendre autonome, le plus autonome possible. Et on a débattu longuement l'autre jour avec un groupe, c'était passionnant, sur les limites de l'autonomie. Parce que si, quand vous faites une observation, vous apercevez que pendant 48 minutes, l'enfant, il fait tout seul. Il se déshabille, il se lave les mains, il retire sa couche, il va mettre sa couche là où il faut, il se remet une couche, il s'assoit, il a son plateau repas, il a tout présenté devant, tout va bien. Puis après, il va vider, il va retirer sa serviette, il va prendre son doudou, il va aller se coucher. Je caricature
dure à peine, et on se dit 45 minutes où on met où la valeur de la solidarité, de l'aide qui est, voilà, je suis à côté de toi, je te donne un coup de main, enfin, ça ne me gêne pas, puis je suis là pour ça, en fait. Donc il y a toute cette notion-là, et c'est vrai que, pour le coup, pour moi, il peut ne pas y avoir de contraintes. Enfin, la crèche peut être un lieu de vie, un vrai lieu de vie où on est vraiment sur le rythme de l'enfant, sur le respect de l'enfant, c'est possible, mais avec des petites structures. C'est toujours pareil. Quand vous avez des grands nombres, des enfants, au-delà de 15, 18, 20 enfants dans la même pièce, en fait, nous, notre travail de formateur, c'est vraiment d'accompagner en disant, vous faites des petits groupes tout au long de la journée, le plus possible. Oui, mais si tout se passe dans la même pièce, si on mange, on dort et on fait tout dans la même pièce, on ne le ferait pas pour nous, honnêtement, on ne le ferait pas pour nous. On ne resterait pas 11 heures dans la même pièce avec les mêmes gens et les mêmes jeux. Enfin, on ne le ferait pas. Et du reste, si vous reprenez tout simplement l'amplitude horaire d'un enfant, vous avez un enfant qui arrive à 7h30 le matin et qui va repartir à 18h. C'est pas exceptionnel. Hein. Sur cette amplitude horaire-là, vous avez un minimum de 2 adultes qui vont se relayer. Lui, il est là tout le temps. Il arrive à 7h30, il repart à 18h. Donc on se dit, mais à un moment donné, on peut peut-être penser les choses. Donc ça, ce ne sont pas les postures qui vont créer la douce violence. C'est l'organisation institutionnelle qui crée ça. Alors après, pour répondre à votre question sur les formations, oui, bien sûr que plus on fera, plus on sensibilisera. Et j'ai presque envie de vous dire, comment toucher les parents ? C'est en étant un peu à l'extérieur de la crèche. Donc j'en profite pour savoir, est-ce que ça fait des petits ? Oui, ça fait des petits parce que je travaillais aussi avec l'éducation nationale, j'ai travaillé aussi avec les personnes âgées. Et aujourd'hui, le projet vraiment qui me porte vraiment à cœur, que j'ai à cœur, c'est de faire une grande campagne de sensibilisation, une campagne nationale en fait, contre les douces violences. Voilà. Et que ça apparaisse sur nos panneaux lumineux de nos cités, notre cité en général. Voilà, quelques secondes. Juste pour que les personnes puissent se dire « j'y avais pas pensé ». C'est pas pour y remédier en tant que tel, c'est juste de la sensibilisation en disant « je n'y avais pas pensé ». Oui, tout à fait. Très intéressant. Merci, Anne-Choule. La parole est à Anne Bergant pour le groupe démocrate. Oui, merci. Merci vraiment pour cet échange, parce que je vous avoue que ce terme « douce violence », évidemment, vous l'avez bien explicité comme n'étant pas de la maltraitance, mais de fait, dans l'esprit des gens, ça peut y être associé. Donc, j'imagine bien que vous avez pensé ce terme avec précision, mais il y a un effet quand même un petit peu, je trouve, négatif si on ne va pas au fond de vos travaux, hein, et vos explications sont absolument limpides, mais en fait, il peut y avoir un raccourci assez rapide. Voilà. Moi, je voulais avoir 2 questions un peu différentes. Donc, effectivement, dans votre livre, donc, il y a quelques années maintenant, vous aviez parlé, alors je ne sais pas si on peut dire d'une expérimentation dans une structure, et dans une mise en place d'une charte, notamment. Alors, ma question, c'était, est-ce que la charte nationale d'accueil correspond à ce que vous aviez déjà mis en place, ou est-ce que, voilà, c'était différent, et qu'est-ce que vous peut-être auriez comme préconisation de changement, et revenir dans un deuxième point sur les formations. Alors, moi, je suis parfaitement en phase avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'une formation, quand c'est one shot, c'est formidable, il y a des prises de conscience, beaucoup de bonne volonté, mais qu'au fil du temps, et on peut dire dans tout domaine, hein, petite enfance ou autre, le naturel revient au galop, on ne fait plus attention par manque de temps, mais pas que, juste parce que c'est comme ça. Il y avait une préconisation de l'IGAS qui préconisait qu'il y ait une évaluation entre pairs, c'est-à-dire qu'il y ait des personnels d'une structure qui aillent dans d'autres structures en observation et puissent après échanger avec le personnel. Et est-ce que ça vous semble une piste, justement, parce qu'on comprend bien qu'on peut peut-être pas faire des formations tout le temps. Enfin bref, comment faire vivre cette formation? Est-ce que ça peut être une piste, l'évaluation entre pairs? Merci. Madame Choule. Alors, en ce qui concerne la charte nationale, oui, s'inspire évidemment. À la différence que la charte que je travaille avec les équipes sont plus sur des postures précises. Hein, c'est-à-dire, c'est appeler l'enfant par son prénom, se mettre à sa hauteur pour lui parler. C'est des choses qui sont extrêmement simples et accessibles pour tout le monde. C'est-à-dire que le but, c'est que quand on accueille même des jeunes stagiaires, on puisse leur dire, voilà, vous allez rentrer, vous allez être
avec des enfants. Donc, vous allez être en contact avec les enfants. Donc, il y a un minimum incontournable. Et du reste, au départ, je l'ai appelé charte. Et aujourd'hui, ce sont les attitudes incontournables. C'est-à-dire que c'est si on rentre et qu'on est en présence d'enfants, quelle que soit la personne qui rentre et qui est en présence d'enfants, elle lit cette charte et elle comprend que, effectivement, on va se mettre à sa hauteur, on va lui parler, on va l'appeler par son prénom, voilà, on va retirer les doudous, enfin voilà, il y a quelques petites choses, il y a une quinzaine de points, alors que la charte nationale elle est plus étoffée, bien sûr, hein, c'est plus large. Ce qui n'est pas forcément plus simple à comprendre, parce que pour le coup, on est dans quelque chose qui est super bien écrit, comme dans beaucoup de projets politiques et autres, où en fait c'est bien, on va parler de bientraitance, mais en fait on peut en débattre pendant des jours, donc ça peut être aussi un peu... Donc ça veut tout dire et rien dire, donc je pense que là on s'est arrêté sur des choses très concrètes, et je pense que plus on travaillera le concret, mieux ce sera. Après, le travail par pair, c'est toujours intéressant, mais il faut être extrêmement prudent, parce que pour échanger, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de sécurité affective dans les collectivités pour pouvoir le faire. Parce que quand vous faites rentrer 2, 3, 4 personnes que les enfants ne connaissent pas, ça peut être très compliqué. Et en fait, ce que vous verrez ne sera pas forcément la réalité des faits. C'est-à-dire que vous allez créer du stress et que ce que vous allez observer, en fait. Donc c'est facile de dire que oui, les professionnels s'en sortent pas, que les enfants pleurent beaucoup, que ça pleure beaucoup parce que c'était une petite structure sans extérieur, sans... On va trouver des alibis et ça va retomber sur le nez des professionnels. Mais en fait, faire rentrer une personne qui n'est pas dans la conscience de se dire « j'ouvre la porte, je vais être en contact avec des petits ». Quand je rentre en situation d'observation, quand je ne connais pas les collectivités, je rentre, je m'assois, je ne bouge pas, je ne dis rien. Il y a une prise de contact. Si vous avez 2, 3 personnes qui s'assoient, qui scrutent, qui se posent des questions, qui parlent au-dessus de la tête des enfants, là, en fait, vous êtes en plein dedans. Finalement. Voilà, je suis désolée si vous vouliez... Merci Madame Schul. Vous êtes la 3e personne à nous dire la même chose alors qu'on réfléchissait à nos visites de terrain. Et on ne peut pas être insensible, parce que c'est vrai qu'on a prévu des visites de terrain, mais vu ce que vous nous dites, on va être très soucieux de ne pas être nous-mêmes à générer des douces violences. Donc voilà, c'était d'ailleurs un échange en interne. Donc le moment venu, moi, même en tant que président, je m'effacerai pour que la rapporteure puisse, avec l'un ou l'autre, aller sur le terrain en mode observation. La parole est à Joël Aviragné pour le groupe socialiste. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, Madame Schul. Moi, comme vous, avant d'être député, j'ai été éducateur et directeur d'ITEP, donc je connais bien le terrain, je connais les difficultés inhérentes au métier, et j'en connais aussi tout l'intérêt, mais on pourrait en reparler très longtemps. Alors évidemment, travailler auprès d'enfants, c'est faire preuve de patience, de pédagogie, de bienveillance. Donc vous apportez une attention particulière à la bientraitance, et je vous cite, vous dites « quand on est tourné vers la bienveillance ». Or, la bienveillance, ça signifie d'abord de la disponibilité, à mon sens. De l'attention, de la disponibilité, en plus du souci de la bienveillance. Et même si le taux d'encadrement ne fait pas tout, à partir du moment où on manque de personnel, comme vous l'avez justement souligné, le premier niveau de l'action, c'est de donner les soins de base, j'allais dire manger, dormir, etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour le reste, tout simplement. Quand on manque de personnel, on limite son action aux tâches premières. Donc moi, je ne parviens pas à concevoir comment on pourrait concilier l'intérêt supérieur de l'enfant avec une logique de rentabilité financière. L'objectif prioritaire d'une crèche privée à but lucratif, c'est avant tout la rentabilité financière. Et cette recherche du profit financier permanent a des conséquences évidentes sur l'encadrement des jeunes enfants. Plus de profit, c'est moins de dépenses de personnel. J'étais directeur, on sait où on peut faire les économies. Voilà. Concrètement, cela implique un taux d'encadrement humain des enfants plus simple. Donc ma question est la suivante. Selon vous, peut-on assurer la bientraitance dont doivent bénéficier les jeunes enfants dans une logique de rentabilité financière? Et ensuite, avez-vous remarqué dans votre travail des écarts de ce point de vue entre les établissements à but lucratif et ceux qui sont à but non lucratif? Voilà, je vous remercie. Madame Schul. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. C'est complexe. J'ai mes certitudes
mes convictions, mais honnêtement, par rapport à l'expérience que j'ai, je ne peux pas vous répondre sur le lucratif, pas lucratif. Voilà, je ne me permettrai pas. Une chose est sûre, c'est que vouloir faire de l'argent, voilà, c'est une vision des choses et c'est une approche. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la norme, par rapport aux normes d'encadrement, en fait, que ce soit privé, public, en fait, tout le monde est sur la même norme et c'est celle-là qu'il faut revoir, en fait, au départ. Avant qu'il y ait ce problème de budget, bien évidemment. Le but n'étant pas de faire de l'argent en accueillant des jeunes enfants et en étant dans le domaine éducatif. Voilà, ça, pour moi, c'est clair. Mais je pense que le taux d'encadrement, il est extrêmement... il est vraiment à revoir. Vraiment. Je me permets, pour être extrêmement précis par rapport aux questions de nos collègues, est-ce que pour vous, les normes qui s'appliquent, si je vous écoute bien, à toutes les structures, quel que soit leur statut, étant elles-mêmes un peu génératrices de douces violences voilà. Bien sûr, c'est évident. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on voit effectivement, bon, ne serait-ce que par rapport à la recherche d'Alain Legendre, hein, qui date, hein, elle date d'il y a plusieurs années, bon, on sait que voilà, physiquement, physiologiquement, le cortisol, il est là à partir du moment où on passe au-delà des 15 enfants. Donc déjà, voilà, il est là, on ne peut pas le contester. Après, c'est de se dire, voilà, on fait des normes en disant, à partir du moment où les enfants marchent, on va passer à 8, une pour 8 qui marchent. Pourquoi on ne reste pas à 1 pour 5 et il n'y a pas de place d'urgence. On est à 5 parce que 8 enfants qui marchent, vous les prenez à 1 an, c'est pas la même chose que vous les prenez à 2 ans et demi. Donc 1 an, ça bouge, mais 2 ans et demi, ça bouge vraiment beaucoup. Donc oui, ça déménage vraiment. Donc du coup, je pense que c'est important aussi de pouvoir se mettre d'accord par rapport à ça et de stopper ces débats sur ces effectifs-là qui sont vraiment... Et ça génère inévitablement de la douce violence. Parce que la douce violence, on va la chercher du côté de la personne. Mais au départ, il y a tout l'environnement, il y a tout le contexte. Donc quand vous êtes dans des tout petits lieux, il y a beaucoup d'enfants, il n'y a pas d'extérieur, par exemple. Les enfants qui ne sortent jamais dehors. Vous dites, mais c'est impossible. Mais c'est impossible. À côté de ça, vous avez des crèches où les enfants sont tout le temps dehors. Mais c'est génial. En fait, ça fonctionne super bien. Même à moins 27 degrés. Hein. Moins 27 degrés. Oui. En Scandinavie, ils disent qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc il suffit d'être bien équipé. Ça fonctionne. Madame Schul, la rapporteure souhaite revenir sur des questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Merci. Oui, alors, je souhaitais revenir sur un certain nombre de questions et puis je souhaitais également prolonger les discussions qu'on a, puisque, vous voyez, quand je vous interrogeais sur la question du taux d'encadrement, je pense qu'effectivement, on est aujourd'hui tous d'accord au regard des travaux qui ont été menés par la Commission pour dire que c'est une des clés de conditions bienveillantes d'accueil du jeune enfant en crèche. Il y a un autre sujet qui a pu être soulevé, c'est la question de savoir s'il y avait un âge en dessous duquel on ne devrait pas accueillir des enfants en établissement d'accueil de jeunes enfants et du moins dans un accueil collectif. Donc je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Et puis je voulais également vous interroger sur le fait de savoir si l'accueil des très jeunes enfants, mais qui sont dans de plus de 2 ans, en établissement scolaire, quand c'est possible, est-ce que ça vous semble une solution qui peut être plus pertinente pour leur développement? Parce que effectivement, aujourd'hui, on se dit qu'on a un problème de place, mais qu'on a aussi un problème d'effectifs, de capacité d'accueil au regard des personnels qui travaillent dans ces secteurs. Et la question, ça peut être aussi de se dire que finalement, on peut accueillir certains enfants dans d'autres structures, par exemple l'école à partir d'un certain âge, ou se dire qu'il y a un âge en dessous duquel les très jeunes enfants n'auraient pas forcément leur place au sein des crèches. Et donc, pour revenir aux questions que je vous avais posées tout à l'heure, vous en avez parlé très brièvement, mais peut-être aller un peu plus loin sur la question des aménagements bâtimentaires
qui seraient les plus favorables à la bientraitance des enfants. Et puis sur le fait de savoir, au-delà de la question du taux d'encadrement, s'il vous semble aujourd'hui que les modalités de financement, si vous n'avez pas travaillé sur ce sujet et que vous n'êtes pas en capacité de répondre, il n'y a pas de difficulté, mais si aujourd'hui les modalités de financement public peuvent, selon vous, évoluer en vue d'avoir un accueil qui soit plus bienveillant pour les enfants. Merci. Ah, Et je me permets, oui. Est-ce que vous pourrez nous transmettre la charte que vous évoquez avec la liste des attitudes incontournables? Bien sûr, oui, bien sûr. Madame Scholl, allez-y. Alors, en ce qui concerne d'abord l'âge au niveau de la collectivité, si on reprend le développement de l'enfant vraiment dans son développement et dans ses compétences, on s'aperçoit qu'à partir de 18 mois, l'enfant, effectivement, se tourne plus vers le collectif, vers le groupe. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, il a 3 mois, je le mets à la crèche pour le socialiser, en fait, non, ça ne sert à rien, ça ne va pas fonctionner. Il ne va pas se socialiser du tout. Déjà, il va apprendre qu'il y a lui, et puis après, le monde extérieur. Donc, il va lui falloir un petit peu de temps. Donc, il n'y a pas de notion de socialisation avant, voilà, disons, un an et demi. Après, par ce discours-là, il y a le biais de dire, dans ces cas-là, alors on ferme les crèches, on les ouvre qu'à partir de 18 mois. Dans ces cas-là, il faut que le congé maternité prenne la suite, prenne le relais surtout, parce que sinon là, vous allez avoir on va tous avoir des problèmes en fait. Donc effectivement, c'est peut-être revaloriser ce congé parental en fait, pour que ça se fasse et qu'il y ait peut-être moins de tout petits en collectivité. Mais je pense que en fait, le problème de la collectivité, c'est le nombre, je l'ai dit, évidemment. Après, évidemment, ce serait tentant de dire l'école à 2 ans, parce que ça revient, évidemment. Oui, et puis ça arrangerait bien des personnes, parce qu'en fait, on ne paye pas l'école, donc c'est aussi d'un point de vue financier. Et là, on ne peut pas penser l'accueil des enfants de 2 ans dans les conditions dans lesquelles se présente l'école aujourd'hui. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est mettre en place des vraies classes passerelles où, effectivement, à partir de 2 ans, avec un travail en collaboration avec les éducateurs de jeunes enfants, ce qui permet aussi de revaloriser le métier d'éducateur de jeunes enfants, ce serait en collaboration éducateurs de jeunes enfants et enseignants pour pouvoir faire une classe intermédiaire leur permettant de rentrer après, à 3 ans, dans le circuit normal de l'éducation, de l'école maternelle. Mais de ne pas dire on fait rentrer des enfants de 2 ans à l'école maternelle. C'est totalement impossible. Donc, et les expériences de classe passerelle sont vraiment très intéressantes. Et là, pour le coup, c'est aussi une collaboration entre le territorial et l'éducation nationale. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces ouvertures-là sont d'autant plus possibles aujourd'hui que je travaille notamment avec le réseau Canopé, avec de l'éducation nationale, où on travaille aussi avec les personnels périscolaires et les enseignants. Donc on fait des formations et on fait des formations couplées, enseignants ADSEM sur les notions de douce violence notamment. Donc c'est ce qui permet, en plus c'est un outil qui permet aussi d'élaborer. Quant au bâtiment, alors le côté financier, je passe, je n'ai pas de connaissances par rapport à ça. En revanche, par rapport au bâtiment, ce serait juste d'avoir l'obligation d'avoir des extérieurs. On ne peut pas construire aujourd'hui des crèches sans qu'il y ait un minimum d'extérieur, de jardin. Et puis pas des jardins en plastique, des vrais jardins. Les sols souples, c'est bien, mais qu'il y ait de l'herbe, des plantes, des fleurs, de la terre, parce que c'est important. Et qu'on puisse respecter aussi la visibilité des adultes à l'intérieur et la circulation aussi des enfants, pour que ce ne soit pas des murs. En fait, quand vous rentrez dans certaines collectivités, moi je le fais en formation quand je travaille sur l'aménagement des espaces, on rentre dans la crèche avec le téléphone en mode caméra et on met le téléphone à hauteur de regard d'enfant. Et donc on rentre dans la crèche et on regarde ce que l'enfant voit en fait. Et souvent, il voit que des murs blancs. Parce que toutes les décorations sont à hauteur d'enfants, d'adultes. Voilà, tout est à hauteur d'adulte en fait, les rangements, tout. Alors par contre, les portes, les trucs, tout ça, c'est vraiment à sa hauteur de regard. Et on se dit, en plus, il passe 11 heures dedans.
Donc, c'est juste de se dire, c'est factuel, hein, il n'y a pas d'interprétation de quoi que ce soit, c'est factuel. Donc, c'est de se dire, voilà, l'aménagement de l'espace, c'est important. Et c'est l'écrin aussi dans lequel les pratiques professionnelles vont s'exprimer. C'est-à-dire que quand elles ne peuvent pas avoir 3 enfants dans les bras, donc du coup, c'est l'aménagement de l'espace qui va prendre le relais, qui va leur permettre aussi de partir vers leur autonomie. C'est valable aussi à domicile d'ailleurs, parce que je pense quand on va tous rentrer chez soi, on va se demander où sont les décorations. Sophia Chikirou voulait vous poser une question complémentaire. Oui, merci Monsieur le Président. C'est une question que m'a inspiré mon collègue du PS. Vous avez écrit « Les organisations d'accueil de la petite enfance aux personnes âgées comme les EHPAD, aux malades comme les hôpitaux ou aux handicapés ne peuvent fonctionner avec les mêmes outils de gestion que les entreprises qui vendent des biens et des services. » Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les outils de gestion que vous trouvez incompatibles avec les crèches, voilà, dans le monde, dans l'entreprise, la vision de l'entreprise, ce qui est absolument incompatible avec la vision qu'on doit avoir d'un accueil des enfants, de la petite enfance. Je ne parle pas des EHPAD, etc., mais pour le coup des enfants. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous trouvez absolument incompatible, qu'on doit exclure dans les normes qu'on va définir, puisqu'on est en train de se dire, là, dans la discussion, finalement, on parle d'imposer des normes qui iraient au privé, au public, au lucratif, au non lucratif, et parmi ces normes, il y en a qui, à mon avis, enfin en tout cas votre phrase semble aller dans ce sens, disent il y a des outils de gestion qui sont incompatibles du privé, de l'entreprise, qui sont incompatibles avec la crèche. Madame Schul ? Mais je pense que là, on est vraiment sur les fonctions des personnes. C'est-à-dire que vous reprenez... Alors, je ne dis pas c'était mieux il y a 20 ans, hein, pas du tout. Mais quand vous reprenez, par exemple, tous les outils informatiques ont considérablement aidé la gestion, et ça, il n'y a aucun souci. Mais quand on voit la place que tous ces outils prennent, tous les outils de communication, vous le voyez davantage peut-être dans le privé que dans le public, ça prend une place folle. C'est-à-dire qu'on essaye de communiquer à tout prix ce qui se passe, on essaye de montrer ce qui se passe à l'intérieur, on veut communiquer avec du visible. Mais avant de rendre visible ce qu'on fait, il faut qu'à l'intérieur, il y ait suffisamment de formation forte, concrète, pour se dire... On va se poser la question, comment se passe le quotidien des enfants plutôt que de partir sur des choses très visibles, voilà, c'est de la communication à haute dose, mais finalement, dans le principe de réalité, est-ce qu'on sait encore s'asseoir et jouer avec un enfant, quoi, et s'émerveiller et être dans cet émerveillement-là, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont codifiées, même pour les parents, hein, donc c'est pareil. Donc les normes, c'est important qu'on en ait, parce que c'est ce qui va faire la sécurité, donc on a besoin de ces normes. Mais si on s'enferme dans les normes, en fait, je pense qu'on en oublie vraiment la part de l'humain. Et c'est préoccupant. C'est ça qui me préoccupe le plus, en fait. C'est que la part de l'humain, on a tendance à le mettre un peu de côté. On est avec des enfants de moins de 3 ans. Ils vont attaquer 20 ans d'école derrière. Donc les 3 premières années, si on peut être un peu... Voilà, on va faire des activités, on va faire des choses, on va se poser des questions sur le sens qu'on fait, on n'aura peut-être pas le blog, on n'aura peut-être pas... C'est pas grave, c'est pas grave. 2 demandes de précision sur des réponses que vous avez apportées aux questions. Vous avez évoqué dans l'évaluation, quand vous alliez dans des crèches, est-ce que ça correspond à des évaluations externes, j'allais dire commandées par les gestionnaires eux-mêmes, ou parfois ou provoquées par les autorités de contrôle qui ont demandé votre intervention? Et la deuxième question, à un moment, vous avez dit il faut qu'on puisse, pour vous citer, donner l'accès aux parents au-delà. Est-ce que ça veut dire que très concrètement, ce serait un peu un droit d'accès des parents au-delà du sas d'entrée, y compris dans les salles de jeu où ils dorment, et sous quelles conditions? Parce qu'on imagine qu'il n'y a pas que leurs propres enfants, il y a les enfants des autres parents, et comment, je veux dire, qui a un respect aussi pour le coup, et qui n'est pas non plus de douce violence à travers cet accès que vous préconisez. Est-ce que vous pouvez préciser cet élément? Alors, pour répondre à votre première question, on ne me sollicite jamais pour faire une évaluation, ce qui est très encourageant. C'est-à-dire qu'on vient me chercher pour que je vienne parler des 12 violences. C'est pas parce que forcément il y en a,
c'est parce que c'est un thème qui interpelle, c'est un thème qui... Donc à aucun moment j'ai été mandatée, ni par un organisme de contrôle, ni par rapport à une collectivité où on m'a dit « venez parce que ça ne se passe pas bien ». Alors après, dans la conversation, oui, il se peut qu'au niveau des coordinateurs, on me dise bah, « voilà, on va vous faire venir sur une collectivité, c'est peut-être un petit peu compliqué », mais je ne demande rien. C'est-à-dire que j'y vais en toute objectivité. À aucun moment, je viens chercher ce qu'on m'a demandé de chercher, c'est-à-dire de dire bah, « voilà, regardez madame un tel ou monsieur un tel, ça ne va pas du tout, ça dysfonctionne ». Ils me donnent à voir ce qu'ils veulent me donner à voir. Souvent, ils me donnent à voir des choses qui sont tout à fait bienveillantes, ce qui est tout à fait encourageant, parce qu'on se dit, bah, ils savent le faire. Donc, du coup, c'est plutôt bien. Et qu'on voit très bien, de toute façon, après, bon, c'est vrai qu'après plusieurs années d'observation, on sent les failles, on sent les moments où c'est un peu compliqué. Sur des accompagnements de plus long terme, il y a eu des réactions de professionnels en me disant j'aime pas quand vous venez, j'aime pas ce que vous me dites, enfin bon, parce que c'était factuel, parce que ça remettait en cause peut-être à un moment donné, mais c'est très complexe et le contrôle il est complexe en lui-même parce qu'il arrive dans un contexte qui s'est écrit sans nous en fait. Donc, et je ne souhaite pas faire partie de commissions de contrôle. Je suis très bien à ma place parce que j'arrive à faire passer des tas de choses et j'arrive à faire bouger des lignes en n'étant pas justement ni dans l'évaluation ni dans le contrôle. Donc, à aucun moment. Après, l'accès des parents, il y a des temps, vous disiez, sur des temps de jeu ou des choses comme ça, c'est organisé dans des collectivités. C'est-à-dire qu'on propose effectivement à des parents, à tour de rôle, de faire une matinée avec les équipes et de venir jouer avec les enfants, de venir voir comment ça se passe. Et ça se fait et ça marche très bien. Et ils sont très contents de rentrer. Et à la fin de la journée, ils nous disent « je ne sais pas comment vous faites ». Parce que c'est vraiment fatigant. Oui, comme dans les classes, parce que en petite section de maternelle, ils proposent parfois à tour de rôle. Je vous remercie vraiment, Mme Schul, de vous être rendue disponible pour cette audition et cette participation. Comme je le fais auprès de toutes les personnes auditionnées, si il vous apparaissait qu'une de vos réponses était incorrecte et que ça vous revient dans votre trajet, je sais que vous avez un train à prendre et vous m'avez demandé de vous libérer pas trop tard pour avoir votre train, vous pouvez corriger votre réponse et nous l'envoyer. Oui. Voilà, puisque vous avez prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Si à un moment, il vous semble qu'il y a quelque chose qui n'était pas ajusté ou pas correct, vous avez même le devoir de le corriger. Voilà. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous nous retrouvons cet après-midi à 15h pour la suite de nos éditions, mais dans notre salle habituelle cette fois-ci. Voilà. Je lève la séance. Merci à vous.